Bonjour tout le monde. Tout d'abord, désolée pour ne pas avoir fait de vidéo la semaine dernière. Normalement la petite lecture aurait dû sortir la semaine d'avant, mais Miss Organisation, bonjour. Non, franchement, j'avais commencé à faire un truc un peu bizarre. Je me suis dit, vaut mieux rien poster que poster quelque chose qui me plaît pas. Donc, je refais. Tout va bien. Mais donc, du coup, ça décale mon planning d'une semaine. C'est pas grave, mais donc bon, j'aurais préféré vous faire l'update lecture la semaine dernière, mais bon, tant pis, j'étais pas prête, vraiment très mal organisée. Bref, passons. Du coup, comme je l'ai dit, je vous présente mon update lecture du mois de janvier, qui va être assez court, vu que j'ai deux livres et demi à vous présenter. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de la palle, je suis en train de lire en ce moment Les Pieds de la Terre. Et c'est long. 1050 pages, c'est long. Du coup, ça a bouffé pas mal de mon mois de janvier, mais j'ai lu quand même 2 livres avant d'attaquer ce gros pavé. Et je vais vous dire du coup mon avis de ce pas. Tout d'abord, j'ai commencé l'année 2021 avec le 9e tome de l'Épouvanteur, Grimalkin et l'Épouvanteur de Joseph Delaney, toujours publié aux éditions Bayard Jeunesse que j'ai en poche. Voilà, je suis les sorties poche. Moi, je sais que la saga est finie depuis l'année dernière, ou depuis 2 ans, je sais plus. Mais bon voilà, c'est un rendez-vous assez régulier. À chaque poche qui sort, je l'achète et je le lis. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce 9e tome ? Eh ben c'était cool, vraiment c'était très cool, ça change en fait des tomes précédents parce que en fait au lieu d'avoir le point de vue de Tom, l'apprenti épouvanteur, on a le point de vue de Grimalkin, la sorcière du clan Malkin, tueuse, voilà, très badass, très sanguinaire, très cruelle. Donc ça change beaucoup, hein, clairement. On a entre Tom qui voilà, a des remords, a toute une dimension humaine quelque part. Bah, de l'autre côté, on a Grimalkin qui voilà, n'hésite pas à charcuter des gens. Hein, même si elle a son code d'honneur à elle, tout ça, voilà, il y a quelques passages où tu te dis, bon, c'est une sorcière, normal. Et ce changement de point de vue, ça apporte un vent de fraîcheur un peu. Alors je dis pas que je m'étais lassée de la saga l'Épouvanteur, loin de là, mais c'est cool d'avoir un autre point de vue, surtout que je pensais pas que Grimalkin, quand on l'a découverte dans je sais plus quel tome, c'est là où le malin débarque sur Terre, je sais plus à quel moment c'est, mais je pensais pas que ce personnage allait prendre autant d'importance, autant d'ampleur dans le récit, c'est une vraie surprise. Je m'attendais pas voilà, à la revoir au fil des tomes, surtout que bon, la relation entre elle et le héros, au début c'est pas ouf, elle cherche plus à le tuer qu'à l'aider, mais ça apporte une dimension un peu plus grande au personnage, voilà, elle est pas que cruelle, elle est pas que méchante, elle a aussi un objectif qui est voilà, de détruire le malin pour le mal qu'il lui a fait, et c'est sympa de voir cette coalition qu'on a pu voir du coup dans le tome 8 où on a l'épouvanteur, Grimalkin, Tom et Alice qui s'allient, voilà, l'alliance la plus improbable de la Terre pour défaire le malin. Ça apporte voilà, une touche comme quoi tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc, et c'est ce qui apparaît notamment tout au long de l'aventure, c'est que voilà, on peut être méchant mais être un peu gentil, et être gentil mais être voilà, il y a du mal dans chacun de nous, mais il y a aussi du bien dans chacun de nous. Et c'est ce qui apparaît notamment dans le tome de Grimalkin, c'est que certes, elle a des réactions très violentes, très sanguinaires, très cruelles, mais il n'empêche qu'elle s'est fait des alliés sur qui elle compte beaucoup, et qu'elle aime aussi beaucoup, qu'elle ferait n'importe quoi pour protéger. Donc voilà, si de l'extérieur elle peut paraître très méchante, elle a quand même une certaine sensibilité, je dirais. Et du coup, la découvrir dans ce tome 6, c'est très cool parce que du coup, on en apprend beaucoup sur son passé. Alors, il y a un petit bémol que j'aimerais soulever du coup, c'est que l'auteur utilise le procédé pour parler du passé de Grimalkin via l'apprenti de Grimalkin qui, à chaque chapitre presque, va lui dire « Oh maître, vous pouvez me raconter de nouveau cette histoire, machin ?» Ça fait 2000 fois que tu l'as entendu. Voilà, surtout que ça peut être de la simple histoire au coin du feu à ils sont en train de faire une course-poursuite. Et enfin voilà, c'est assez bizarre des fois ce procédé. Alors une fois, 2 fois je veux bien, mais là c'est tout le temps ça. Je pense qu'il y a d'autres moyens de mettre en avant le passé du personnage
pas forcément de le faire raconter quelque part. Donc bon, c'est le seul petit bémol que j'ai à faire de ce livre. Après, ce tome n'est pas une très grande avancée dans l'intrigue en soi parce que c'est une sorte de pause. Grimalkin va faire quelques révélations concernant voilà, comment détruire le malin. Et du coup ça va être répercuté notamment dans le tome 10 où je pense qu'elle va essayer de communiquer avec Tom pour pouvoir lui transmettre ces informations. Mais en soi vraiment c'est à la fin du tome 8 où Grimalkin prend la tête du malin et elle va se retrouver poursuivie par une horde de sorcières et de sorciers qui eux veulent le retour du malin qui règne sur Terre. Et donc voilà, c'est une course contre la montre, c'est vraiment... elle arrête pas de courir Grimalkin pour sa vie. Et ça malgré le code d'honneur qu'elle a qui est que d'habitude c'est elle qui traque, c'est pas elle qui est traquée et ça va beaucoup voilà, la faire réfléchir dans ce tome là en se disant voilà, est-ce qu'elle fuirait pas une bataille pour préserver la tête du malin au lieu de voilà, se jeter à corps perdu parce qu'elle aime ça, elle aime se battre, elle aime voilà, que sa réputation fasse frémir les gens. Donc voilà, c'est la grosse problématique qu'elle va rencontrer dans ce livre et c'est très 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 cool à suivre. Ça apporte un renouveau vraiment à la saga où je dirais pas que c'était devenu un peu plan-plan, loin de là, mais le personnage de Tom, pour moi, au fur et à mesure voilà, du tome 1 jusqu'au tome 8, enfin, il avait beaucoup évolué, à un moment donné il avait un peu stagné. Voilà, ça change un peu d'avoir un autre personnage et surtout Grimalkin qui apporte beaucoup et c'est très très cool. Après j'ai rien à redire sur la traduction, sur l'écriture, c'est un super jeunesse. Et ça fait du bien justement de se détacher un peu de Tom, de l'épouvanteur et de Alice. Parce que moi c'est toujours le gros point noir que j'ai quand j'ai l'épouvanteur, c'est le personnage d'Alice. Et là ça... Même si voilà, ils apparaissent un petit peu dans le tome 9, vraiment ça permet de respirer un peu et c'est vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture du tome 9 et m'attacher au personnage de Grimalkin que je pensais pas que j'allais l'apprécier autant. Donc franchement c'est cool. Je vous recommande le tome 9. Je sais pas quand est-ce que le tome 10 sort en poche. J'en ai aucune idée. De toute manière, les sorties en ce moment de livres, c'est un peu chamboulé. Mais voilà, j'ai hâte de me procurer le tome 10, de voir comment l'intrigue avance, parce que là, je pense que ça va envoyer du pâté. Et puis voilà, je suis contente. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment tout un livre avec le point de vue de Grimalkin. J'avais lu le premier chapitre qui était dispo dans le tome 8. Mais franchement, ça envoie du pep, ça envoie du lourd. Et je suis très contente. Et voilà. J'ai hâte de découvrir la suite et la fin de cette saga. J'ai lu ensuite ceci. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais toutes ces lectures-là sont dans le cadre du Cold Winter Challenge. Alors, même si là, en ce moment, on est début février, ça semble un peu compromis le challenge vu la charge des piliers de la Terre. Mais voilà, ça valide des catégories. On verra le bilan fin février, mais ça va pas être très glorieux. Bref, j'ai lu L'Égaré de Donato Carisi aux éditions Les Livres de Poche, qui est le troisième tome entre guillemets de la saga du chuchoteur avec le chuchoteur et l'écorché. Même si je pense que contrairement à L'Égaré où je pense qu'il faut vraiment avoir lu le chuchoteur pour comprendre vraiment ce qui se passe, là dans L'Égaré je pense pas que ce soit primordial d'avoir lu le chuchoteur ou encore L'Égaré. Alors même s'il y a quelques clins d'œil, notamment à certains personnages, même il y a quelques clins d'œil par rapport à ce qui se passe dans le tribunal des âmes. Mais franchement, je pense pas que ce soit nécessaire. Ça apporte quelque chose de plus, c'est sûr, mais vous serez pas perdu si vous n'avez pas lu le chuchoteur ou encore L'Égaré. Donc, c'est très cool parce que c'est pareil que Grimalkin et l'épouvanteur, on est encore dans une course un peu contre la montre, dans le sens où on suit Bruno Genko, c'est ça, qui est un détective privé et qui va se mettre en tête de résoudre la disparition de Samantha qui a disparu 15 ans auparavant et qui réapparaît comme ça dans ne sait où. Donc voilà, cette enquête-là, c'est l'un de ses gros échecs en tant que détective privé. Donc il va se mettre en tête de comprendre le comment du pourquoi avant sa mort, vu il a une maladie assez grave au cœur qui lui laisse que quelques jours à vivre. Donc voilà, il est à fond, vraiment, on se repose pas avec Bruno. Et je l'ai beaucoup aimé ce tome-ci, même si je le trouve un peu en dessous de ce qu'a pu apporter le chuchoteur ou L'Égaré, même si ça apporte beaucoup de choses. Alors j'aimerais pas vous spoiler un peu parce que le chuchoteur c'est pas qu'un meurtrier, qu'une personne, c'est quelque chose qui englobe beaucoup de choses. Donc lire L'Égaré, ça je sais pas, ça
globalise quelque chose qui se passe. On n'a pas besoin d'être avec Mila Vasquez pour être en face du chuchoteur, c'est ça que je veux dire. Parce que là jusqu'à présent c'était quelque chose qui était réservé à l'héroïne du chuchoteur et de l'écorché. Donc ça amène une dimension un peu plus morbide, un peu plus... comment dire, on n'est pas en sécurité. Moi, c'est ce que je souligne à chaque fois que je lis un Donatokar ici, c'est que déjà je suis une personne assez pessimiste dans l'humanité. Alors là, comment vous dire que j'en perds totalement la foi. Donc voilà, j'ai plus confiance en qui que ce soit, j'ai envie de me rouler en boule dans mon lit chez moi, et encore je suis même pas sûre d'être en sécurité chez moi. Vraiment, je suis atteinte, hein, clairement, je suis pas bien, mais c'est le sentiment que j'ai quand je lis Donatokar ici, que je veux retrouver à chaque fois que je lis du thriller, c'est que on est en sécurité nulle part. L'humanité est fausse, vraiment. Je ne suis pas folle, rassurez-vous, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup voilà, ressentir quand je lis du thriller. Mis à part ça, voilà, je suis tout à fait saine d'esprit. Et ce livre, je l'ai trouvé très très cool. Dans le sens où voilà, on se repose pas et ça change un peu parce que jusqu'à présent dans les Donatokar ici on avait l'habitude de suivre un policier, une policière, notamment avec voilà, Mila qui est chef du département des personnes disparues, on a Sandra aussi qui est une photographe pour la police. Là c'est la première fois qu'on a le point de vue d'un personnage qui n'est pas policier, qui est détective privé. Donc il va user de moyens qui sont pas forcément légaux et que la police voilà, n'utilise pas du tout. Voilà, ça va lui demander beaucoup de ruses. Et voilà, notamment il y a tout un passage avec le dark web qui m'a donné des frissons dans le dos, mon dieu. Ah, ce passage-là, c'était pas ouf. Clairement, dans ma tête, c'était vraiment pas ouf. Mais voilà, ça apporte une dimension un peu plus criminelle quelque part à l'enquête, où voilà, il va utiliser tous les moyens possibles et imaginables qu'il a à sa portée. Parce que voilà, lui, tout ce qu'il veut, c'est comprendre comment ça s'est passé, comment ça se fait qu'elle disparue pendant 15 ans, et est-ce que c'est volontaire ou non qu'elle soit réapparue comme ça. Voilà, il va se mettre en quête de savoir qui est le monstre. Et est-ce qu'il va y arriver ou non avant de mourir, ben ça c'est ce que vous découvrez en lisant les carrés. Et ce qui est très très cool, c'est que justement on est vraiment à fond avec Bruno qui voilà, n'a pas une minute à perdre, clairement. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans le livre, dans le sens où c'est un nouveau ballon de cœur, c'est une nouvelle seconde de vie, c'est quelque chose voilà, qui lui pèse beaucoup et qui va s'efforcer de mettre un peu à côté pour vraiment se concentrer sur l'enquête. Et c'est quelque chose qu'on ressent aussi bien que quand il meurt, bon c'est pas tellement du spoil et c'est prévu qu'il meurt, on s'y attend pas, alors que même on est prévenu pendant tout le bouquin que c'est une chance qui respire tout le temps. Là quand il meurt, ça te tombe dessus, t'es là, ah non. Je veux pas. Et après on a aussi, comme dans tous les Donatokar ici, on a un plot twist à la fin, dans le sens où on a à la fois le point de vue de Bruno, mais on a aussi le point de vue de Samantha qui voilà, aide les policiers, notamment un profiler pour essayer de trouver qui est le monstre. Et voilà, il y a une espèce de mélange qui va se faire entre les deux, qui fait qu'à la fin, alors c'était pas sensationnel comme je m'y attendais, mais c'était très intelligent je trouve. Et je sais pas ce qui va se passer dans le prochain, le jeu du chuchoteur, mais je pense que ça va envoyer pas mal de choses. Donc j'ai très hâte vraiment de me plonger dans le prochain tome. Je me le suis procuré d'ailleurs. Mais voilà, cette enquête était très intéressante. Je sais pas, j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est parce que mes souvenirs voilà, de mes précédentes lectures du chuchoteur ou de l'égaré sont un peu voilà, floues et lointaines, mais j'ai trouvé cette enquête, en fait le style d'écriture quand même beaucoup plus violent, beaucoup plus comment dire non censuré, je sais pas trop comment vous le dire. Vraiment c'était une caractéristique que j'avais retrouvée dans certains tomes, mais là ça m'a d'autant plus frappée parce que c'est dit avec une telle manière que... Enfin moi ça me plombe, franchement moi ça me détruit. Donc bon, je ne vous conseillerai jamais assez de lire du Donatokar ici si vous êtes fan de thriller. Parce que c'est mon dieu vivant.
J'ai hâte de me pencher dans le jeu du chuchoteur et comme ça je serai à jour dans les sorties poche parce que punaise, je crois que j'ai jamais autant cumulé de retard de Donato Carissi depuis un petit moment. Il va falloir lire le prochain cette année aussi. Hein. Donc une chouette lecture allaitante qui ne promet pas de repos. Ce n'est que le commencement de quelque chose qui va se passer, je pense, dans le jeu du chuchoteur. Punaise, c'est dur à dire ça, le jeu du chuchoteur. Donc très très hâte de me plonger dans le prochain roman. Et très très cool, vraiment, j'adore. Même les couvertures, je les trouve... elles ont un truc un peu noir, je trouve, alors que pas du tout, hein, mais c'est... Voilà, ça me met mal à l'aise. Et c'est... Voilà. De tout cas ici dans mon cœur à jamais. Voilà, je vous lisez-le, franchement, découvrez de tout cas ici si vous connaissez pas parce que c'est une pépite. Donc, je me suis plongée ensuite dans ça, dans ce truc, dans ce pavé, dans cette brique qui fait, oui, je pense 1050 pages. Je crois que j'avais regardé il y a pas longtemps. Oui. J'en suis à un peu moins de la moitié, sachant que le livre est partagé en deux grosses parties, une qui s'appelle Hélène et une autre qui s'appelle Aliena. Et là j'ai fini la partie Hélène, je commence la partie Aliena. Et dans chacun de ces tomes, il y a aussi des parties qui sont liées à l'année. Donc là je suis à l'année 1140. Ceci n'est pas du coup une chronique vraiment en entière, mais j'avais envie de vous partager mes premières impressions. Parce que j'ai lu quand même 477 pages. Donc je pense que je peux vous faire un petit topo, surtout que voilà, c'est assez significatif, j'ai terminé la première partie Hélène. Donc dans ce livre, si vous ne connaissez pas, on suit la construction de la cathédrale de Kingsbridge dans les années 1130, ça commence il me semble, avec en fond toute la partie de l'accession au trône parce que le roi Henri III, Henri I, je sais plus. Bon, le roi en place est mort et donc c'est un peu une bataille à qui sera l'héritier. Il y a d'un côté la fille du roi, d'un autre côté le neveu du roi qui vont se livrer un peu bataille. Et donc voilà, ça retrace cette partie historique là. Alors je pense que je vous parlerai plus de l'aspect historique dans mon atelier de lecture de février quand je l'aurai fini. Parce que voilà, Kingsbridge n'a jamais eu de cathédrale. Pour le coup. Ça c'est quelque chose que je savais pas. Moi je pensais que c'est vraiment, alors pas 100% historique, l'écrivain avait un peu romantisé la chose, mais ouais non, je pensais quand même il y allait avoir une cathédrale à Kingsbridge, alors que pas du tout. Donc voilà, j'aimerais vous me renseigner un peu plus sur ce qui est vrai et ce qui est un peu imaginaire pour voilà, vous en parler un peu plus précisément. Mais quand même, ce qui va faire le nerf de la guerre, vraiment c'est voilà, la cathédrale de Kingsbridge qui va prendre une importance plus ou moins grande, vu que voilà, il va y avoir plusieurs personnes de l'église qui vont se batailler un peu où la cathédrale doit être construite, voilà, le roi va y mettre un peu son nez, etc. Donc pour mes premières impressions, ça se lit, mais c'est de l'eau, ça coule tout seul. Vraiment, j'ai jamais eu le stress des 1000 pages en fait, comme j'ai pu l'avoir pour certains gros pavés que j'ai lus. Alors peut-être qu'au fur et à mesure ça va me lasser, ça je sais pas, je suis à la moitié du bouquin. Mais c'est vrai que ça se lit vraiment hyper facilement. Et j'aurais pas cru parce que c'est quand même écrit petit. Il y a des paragraphes vraiment comme ça, je n'exagère pas. Vraiment c'est quand même du costaud. Mais ça se lit avec une telle facilité, je suis la première choquée. Et clairement c'est un point positif parce que certes je prends mon temps mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à découvrir cette histoire et je pensais pas qu'un roman historique pouvait me faire cet effet là parce que j'ai beaucoup regardé de séries historiques, je pensais que le format papier livre allait me rébuter un peu. Mais pas du tout, franchement je me régale voilà, à découvrir ce qui va se passer. Voilà les différentes intrigues politiques, voilà, les petits coups bas, tout ci tout ça. Franchement c'est très très cool à suivre, je suis très contente vraiment de découvrir les pieds de la terre parce que franchement je trouve que c'est hyper sympa, vraiment. Alors certes le format peut rébuter mais ça se lit mais c'est du pain béni. Franchement c'est hyper cool. Alors je sais pas si à un moment donné ça va être un peu lourd, un peu redondant, voilà, parce que dans les 500 dernières pages, je ne sais pas, je mets des pincettes là-dessus, mais franchement pour l'instant c'est un pur bonheur. Donc j'espère le finir très bientôt. J'espère lire autre chose que ça en février du moins. Mais franchement très très cool. Ensuite j'ai quand même alors je dirais pas point noir, mais deux avertissements
quelque part, dans le sens où voilà, c'est un roman historique et c'est vrai que les débuts, je dirais pas ont été laborieux, mais on est en 1130. Comment vous dire que la place de la femme dans cette époque-là, c'était pas ouf. Vraiment, c'était très très dégueulasse d'être une femme à cette époque-ci. Voilà, parce qu'on a le droit limite de vraiment rien faire. On est vraiment sous l'autorité du mari ou du père ou limite du gamin, tu sais pas. Donc voilà, c'est quand même très très dur parce que moi dans ma lecture, c'est qu'à un moment donné, je me suis énervée. Franchement, il y a eu 2-3 passages où, par exemple, il y avait un mec qui achetait la femme de l'autre, tout ça, j'étais là. J'ai eu vraiment envie de gifler des gens, hein, quelque part. Voilà, ou sinon, il y a une scène où il y a une fille qui veut vendre de la laine, mais elle va recevoir un prix moins bon que si elle avait été un homme. Ça fout les nerfs. Mais il faut faire abstraction de ça parce que c'est pas quelque chose que l'auteur veut dénoncer. C'est pas quelque chose que voilà, qui doit faire partie intégrante du livre, qui doit prendre beaucoup d'importance parce que c'est un fait. En 1130, les femmes étaient considérées comme voilà, des moins que rien. Vraiment, elles n'avaient aucune place dans la société. C'était vraiment... Et c'est pour ça que le conflit entre la fille du roi et le neveu du roi va prendre un peu d'importance parce que justement... Il y a des Anglais qui ne vont pas du tout la vouloir sur le trône, même si elle est légitime quelque part, parce que c'est une femme. Et donc voilà, c'est quelque chose qui peut être énervant, surtout de nos jours, mais il faut se détacher de ça parce que c'est un fait, c'est comme ça, on va pas changer le monde, c'est pas quelque chose qui va changer dans la lecture, loin de là je pense. Donc il y a plein de petites choses comme ça où au début je me suis énervée et à un moment donné je me suis dit c'est pas le style de lecture qui est prêté pour. Donc voilà, c'est quelque chose d'historique, c'est quelque chose qui voilà, c'est des faits, c'est quelque chose qui est réel, voilà. Donc c'est pas, il faut pas désinguer le livre pour ça. Donc voilà, et du moment que je me suis mis ça dans la tête, que j'ai mis tout de côté, la lecture elle s'est hyper bien passée et elle se passe toujours hyper bien. Je voudrais mettre aussi des trigger warnings. Parce que il faut savoir que Les Pieds de la Terre, j'en entends parler depuis pas mal de temps. Mon père l'avait lu il y a très longtemps, il me le recommandait dès le lycée. Et pareil, j'ai des collègues qui l'ont lu là cette année et qui m'ont toujours fait de bons retours, mais qui m'ont jamais prévenu de certaines violences du livre. C'est-à-dire que à un moment donné, alors je sais pas s'il va y avoir d'autres scènes, mais on assiste à une scène de viol. Voilà. Je dis pas, enfin j'aurais aimé être prévenue, c'est la moindre des choses je veux dire, parce que comme je l'ai dit mon père me le recommande depuis que je suis au lycée, je pense pas que j'aurais eu le recul suffisant à lire ça pendant mon lycée. Là ça va, mais sur le coup je me suis dit pourquoi on m'a pas prévenu. Et quand j'en ai parlé du coup avec mon père je crois, il m'a dit bah attends tu aurais dû t'y attendre, c'était pas la joie à cette époque. Alors certes, oui, je m'y attendais surtout à cette scène qui est un pic de personnages où je me suis dit ça va péter c'est sûr. Mais de là à avoir autant de descriptions, surtout dans la tête du violeur, voilà. C'est pas quelque chose que voilà qui m'aurait gêné, enfin je sais pas trop comment m'exprimer, mais j'aurais aimé savoir qu'il allait avoir ce genre de scène autant décrite. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'insinuer ou le dire en une phrase qui s'est passé et avoir toute la scène, surtout que voilà, la scène est d'une horreur, voilà, la gamine se fait violer par 2 mecs, son frère assiste à la scène, c'est dégueulasse, vraiment c'est lourd à lire. Hein. Quand j'ai fini cette scène, j'ai mis le livre en pause pendant 2 jours parce que j'étais pas remise. Donc voilà, j'aimerais que certes, ça fait le bouquin, ce genre de scène, ça s'est passé, ça en 1130, et puis même de nos jours encore, voilà, c'est des trucs qui se passent, mais je pense qu'il y a des manières de le dire, et puis même s'il faut prévenir, je sais pas, enfin, même si c'est un livre catégorisé comme de l'adulte, je veux dire, il y a plein de livres d'adultes, et pourtant qui décrivent pas les scènes sexuelles, ou les scènes de viol, ou les scènes de violence. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'est pas sensible à certains sujets ou à certaines choses, je veux dire. Donc, voilà, c'est quelque chose que
je pense qu'il faut que je dise, que je vous prévienne, si jamais vous voulez vous lancer dans les pieds de la terre, il y a des scènes dures, d'une violence assez forte. Donc voilà, soyez prévenus. Ça n'enlève rien à la qualité des pieds de la terre pour le moment, mais je voulais vraiment vous le dire. Parce que c'est quelque chose qui, j'étais là, ben... Ok, super, ça m'a laissé sans voix. Et puis ne faites pas lire ça à des adolescents qui n'ont pas un minimum de recul ou qui sont pas un minimum matures pour voilà, vivre ce genre de scène. C'était voilà, mes deux seuls avertissements, mes deux seuls conseils quelque part, parce que après sinon le reste c'est trop bien. Donc j'espère vous en parler en bien dans la suite, voir comment ça se passe, parce que c'est que le début, hein. Les 500 pages en fait c'est vraiment de l'introduction et le lourd vraiment va se passer dans la deuxième partie du livre je pense. Donc bon, j'ai très hâte de découvrir ce qui va se passer. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, petite lecture en retard. Le bouquin arrive. Vous n'êtes pas prêts. J'ai déjà pété mon câble, je continue à le péter en février. Je vais vous présenter de ces livres. Je suis contente. Donc, j'espère que tout va bien pour vous. Je vais vous laisser, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, une excellente soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye.